Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons sur ce plateau les membres du collectif Tous contre la fraude Alina Ulrich Nguema. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Baudelaire Edunzing, bonjour. Bonjour. Nous rappelons que depuis plusieurs mois, vous êtes devant l'Assemblée et vous luttez contre la fraude au concours de l'ENA. Depuis votre départ de Rio, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons pu également vous rencontrer lorsque vous êtes parti de l'Assemblée à Rio et vous êtes revenu à l'Assemblée nationale. Quelle est la suite? Quels sont les changements observés? Bien, merci beaucoup. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il nous soit permis d'adresser déjà nos remerciements à votre équipe pour le travail acharné que vous menez derrière le combat qui peut sembler être le combat de notre collectif Tous contre l'ALENA, mais qui est un combat républicain parce que c'est pour la cause de la nation tout entière. Donc, infiniment merci pour cette action que vous engagez. Et avant de répondre à votre question, je voudrais recontextualiser le sujet. Les résultats du concours de l'ENA ont été publiés sur la page Facebook du ministère de la fonction publique en date du 9 octobre 2024. Et à la suite de cette publication, certaines irrégularités ont été constatées. Alors, qu'est-ce qui nous amène à attaquer ces résultats-là? Dans l'arsenal juridique des textes qui organisent les concours administratifs, vous pouvez lire, là c'est l'arrêté 0007 du ministère de la fonction publique qui convoque le dit concours. Et au niveau de ce texte, vous allez voir un certain nombre de textes cités, des textes qui accompagnent cet arrêté pour que les concours administratifs soient organisés en République gabonaise. Et il y a ici, à un niveau, il est dit, vu l'arrêté numéro 00672-PR-MFP du 17 juin 1976 réglementant le déroulement des concours administratifs en République gabonaise. Et donc, si nous l'avons oublié, si vous lisez cet arrêté 672, au niveau de l'article 19, il précise d'abord les conditions d'admission de chaque candidat pour les concours administratifs en République gabonaise. Et au niveau de l'article 23 du même arrêté, il est précisé que tout citoyen peut contester les résultats si les preuves sont avérées. Donc, ça sous-entend que ce n'est pas seulement nous les candidats, même vous pouviez constater des irrégularités et décider d'aller en justice pour avoir de la lumière sur les résultats. Donc, je voulais préciser cela. Et donc, à côté de l'arrêté 672 qui réglemente tous les concours administratifs en République gabonaise, il y a maintenant cet arrêté 0007 qui convoque le présent concours. Et dans cet arrêté, il y a, je vais dire, deux articles qui vont nous intéresser. Il y a l'article 11 qui précise, je vais lire, pour être admissible, le candidat doit obtenir à l'écrit au premier tour une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20. Une moyenne générale, quand on dit générale, c'est la somme des notes obtenues dans chaque matière. Je lis cet article parce que c'est important par rapport à ce que mon collègue dira tout à l'heure. Et l'article 15 du même arrêté précise: sont déclarés définitivement admis au concours d'entrée à l'ENA les candidats ayant obtenu les meilleures moyennes dans la limite des places définies à l'article 7. C'est important de lire cela pour la suite. Donc, je voulais contextualiser en disant, voici, du point de vue juridique, ce qui nous amène à remettre en cause les résultats publiés depuis le 9 octobre. Maintenant, pour ce qui est de la suite, vous connaissez un peu plus ce que vous nous avez accompagné depuis le début jusqu'à présent. Vous connaissez les démarches administratives, tout ce que nous avons engagé, ainsi de suite. Maintenant, il est arrivé qu'en date du 29 avril, nous étions en train de travailler sur un document qui nous avait été demandé par le cabinet militaire de l'ancien Premier ministre de la Transition. Et autour de 22 heures, un camion de la gendarmerie est venu garer devant nous. Mais ce n'était pas la première fois, parce que les militaires passent là à tout moment. Donc, nous, on avait négligé. Et juste après qu'il est stationné, 5 minutes, un bataillon de gendarmes est sorti de l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ils étaient environ une quarantaine.
Et ils nous ont encerclés, ils ont fait un demi-cercle qui joignait la barrière de l'Assemblée nationale et on était à l'intérieur du demi-cercle. Il y a un qui était en civil, il a donné l'ordre de casser, d'évacuer tout ce qu'on utilisait, de mettre dans le camion. Et on regarde les personnes du 10e. Dès qu'ils ont terminé, il a donné l'ordre de nous faire embarquer. Et nous sommes assis. Même le soir, on a dit on ne bouge pas tant que vous ne nous donnez pas les raisons de votre intervention. Et dès que nous avons parlé ainsi, il a donné l'ordre de nous soulever de force. Donc ils nous ont trimballés. Bref, ils nous ont embarqués. C'est à l'intérieur du camion, après avoir démarré pour une destination inconnue, que nous avons cherché à contacter nos parents. Mais là, nous l'avons fait à l'insu des gendarmes. Parce qu'il y avait, je crois, 4 ou 5 qui étaient avec nous. Et donc, quand on appelait, ils tentaient, entre autres, de nous empêcher de contacter qui que ce soit. Mais on avait déjà contacté certains et l'ayant signalé au conducteur, ils nous ont déposé à Rio. On était à 23h, ils nous ont déposé à Rio. Ils sont partis, ils ne nous ont rien dit. Et nous avons décidé de ne pas renoncer. Nous avons par contre compris que certainement le déguerpissement pouvait être justifié par le fait que le 1er mai devait être organisé sur la terre du boulevard Triomphal, donc non loin de là où nous étions, et que ça pouvait renvoyer une mauvaise image. La deuxième chose, c'est que on avait reçu l'information en offre des passants que tous les pays en transition en Afrique, les responsables de l'Assemblée nationale de ces pays avaient une rencontre au sein de l'Assemblée nationale du Gabon dans la même période. Et donc, ce sont des corps diplomatiques étrangers qui devaient arriver. Certainement, il fallait également nous enlever. Et à ces deux éléments, il fallait associer le fait que le président devait prêter serment le 3. Et donc, nous avons tenu à observer une attitude républicaine pour l'image du pays. Donc vous êtes resté à Rio pendant ces jours-là? Non, non, non. Nous ne sommes pas restés à Rio. Nous avons élu domicile auprès d'un autre qui a accueilli tout le collectif chez lui. Donc on est resté là pendant un certain temps. On ne va pas décliner la cachette, sinon prochainement ils pourront venir nous chercher là-bas. Voilà. Mais on va dire que c'est pas peut-être dans les mauvaises intentions qu'ils vous ont déguerpi, c'était justement peut-être à cause de ces raisons que vous avez évoquées. Donc, pas besoin qu'ils connaissent la cachette ou qu'ils viennent vous chercher là-bas plus tard. Ça peut être interprété ainsi, mais de l'autre côté, on peut également dire que ça a été de mauvaises intentions. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais fermé nos bouches quelque part. Nous avons écrit à toutes les administrations de la République. Aucune n'a jamais donné réponse, si ce n'est l'Assemblée nationale qui s'était déclarée incompétente. Et donc, s'il y a une situation, l'administration est libre de nous présenter la situation. Nous sommes des citoyens, comme nous le disons là. Et pourquoi le faire nuitamment? Là, ça laisse à interpréter. Pourquoi le faire nuitamment? Pourquoi ne pas donner la raison du déguerpissement? On ne peut pas lutter contre les gendarmes. Bref, c'est dans nos analyses que nous avons essayé de justifier l'injustifiable. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose, déjà vous remercier effectivement pour l'invitation. Dire que nous avions déjà envisagé que le 30 avril, on devait tenir une assemblée générale sur la position du groupe quant à l'investiture du président. C'est quelque chose qui avait déjà été mis sur la table. Mais comme le camarade vous l'a précisé tout à l'heure, le 29, dans la soirée, on était en train de produire un document qu'on devait remettre le lendemain à la primature. Donc ça a pris plus de temps que prévu, ce qui fait que notre attention était totalement consacrée à ce sujet-là. Donc, même s'il fallait effectivement nous déguerpir pour les circonstances particulières que le pays devait connaître, je pense que ça n'a pas forcément été une bonne chose en fait de nous déguerpir de cette façon, parce que nous-mêmes nous avions déjà anticipé qu'à l'investiture du président il ne fallait pas être sur les lieux. Donc voilà, nous avons observé quasiment une semaine, puisque du 29 au 7, nous avons décidé de garder le silence, de rester là où, dans notre cachette. Et le 7, nous sommes revenus sur le terrain.
Malheureusement, on a trouvé que l'espace qu'on occupait est barricadé. Il y a des espèces de matériel des gendarmes qui est placé là. Mais nous sommes quand même installés. Et tout de suite, les gendarmes sont revenus, ils ont tenté de nous faire partir. Et là, on a été catégorisé, on a dit on ne bouge pas. On a passé une nuit là, le lendemain, il y a une équipe de gendarmes qui est arrivée avec la voiture pour venir faire le même travail. Nous avons résisté, on a dit on ne bouge pas. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui est amiral au niveau de la marine, a dû intervenir pour demander à ce qu'on ne nous touche plus. Donc, nous avons continué le piquet jusqu'au moment où nous parlons. Maintenant, ça c'est le premier élément. Pour arriver maintenant, qu'est-ce qui évolue en termes de procédure? Dire que concrètement, rien n'a évolué. Rien n'a évolué, pourquoi? Parce que l'ancienne administration nous avait envoyé un courrier daté du 6 mars. L'ancienne administration nous avait envoyé un courrier daté du 6 mars. Il s'agissait là de l'ancien Premier ministre par l'entremise de son directeur de cabinet qui accusait réception de nos courriers du 20 janvier et qu'il allait commettre une équipe pour étudier nos pistes de solutions en profondeur parce qu'on avait soumis des pistes de solutions à l'administration et il devait nous répondre dans les meilleurs délais. Malheureusement, la transition vient de terminer, la primature vient d'être dissoute. Les meilleurs délais en question ne sont jamais arrivés. Voilà. Et donc, une fois le nouveau gouvernement a été nommé par le président investi, nous avons entendu que ces membres du gouvernement prennent des fonctions. Et c'est donc, il y a de cela 24 à 48 heures que nous avons déposé des demandes d'audience auprès du ministère de la fonction publique et de la vice-présidence du gouvernement dans le but d'initier un nouveau dialogue, une nouvelle communication avec les nouvelles autorités. Mais nous tenons à préciser que parmi ces autorités, il y a certaines qui, en réalité, qui sont très bien informées du sujet. Parce que l'actuel vice-président du gouvernement, M. Alexandre Barrot-Chambrier, pendant la période électorale, avait fait une descente à notre piquet. Il était arrivé, il était encore là, vice-premier ministre. Il était arrivé pour s'interroger sur les motivations de notre action. Et donc, on avait eu le temps de discuter avec lui. On avait pris un dossier complet de nos revendications, de la situation qu'on dénonce, ainsi de suite. On lui a remis. Heureusement pour vous, il est toujours aux manettes. Oui, là, il est même déjà, j'ai envie de dire, la première autorité du gouvernement. Si on s'en tient au discours à ce que le président a présenté dernièrement, c'est lui qui coordonne désormais l'action gouvernementale. Donc, en gros, voici où nous en sommes. Nous attendons que les demandes d'audience aboutissent et que peut-être par la suite, nous soyons reçus pour avoir une idée du dénouement de cette situation. D'accord, merci Monsieur Edou. Mais il y a une question quand même qui taraude les esprits. Comment vous faites pour survivre à cet endroit? Parce que vous êtes là depuis plusieurs mois, d'accord? Et vous revendiquez une cause. Vous êtes là, il y a d'abord les intempéries, et on sait encore qu'on doit avoir des moyens financiers. Comment vous faites? Comment vous vous organisez? Alors, je vais répondre en posant une autre question. Comment nous faisons pour communiquer avec l'extérieur? D'accord. Notre moyen de communication, c'est vous. Mais ça peut surprendre les Gabonais, mais effectivement, votre plateau nous est toujours offert gratuitement à 100%. Pourquoi vous le faites? Certainement parce que vous constatez que le sujet qui est présenté aujourd'hui par ce collectif est un sujet républicain qui défend une cause de notre République. Et donc chacun avec ses moyens de bord accompagne cette action. Vous l'accompagnez à votre niveau. Et au piquet de grève, ce sont les passants épris de ce sentiment de compassion, de solidarité, ainsi de suite, qui, je ne vais pas vous le cacher, si vous passez aujourd'hui, vous allez trouver une assiette qui est placée. Beaucoup de personnes vont s'interroger pourquoi on a placé l'assiette. C'est après avoir reçu près de 20 demandes des passants qui disent non, ce que vous faites est bien.
Et tenez-vous tranquille, parmi ces passants, il y a les cadres de l'administration qui ne peuvent pas parler dans leur bureau, mais qui soutiennent cette action à fond la caisse, qui disent comment peut-on faire pour participer. Si on arrive là, beaucoup parmi nous, il y a de la honte, il y a de ceci, cela, est-ce que vous pouvez mettre une assiette? Quand moi je passe, je laisse quelque chose, ça vous permet de vous entretenir. Et donc, c'est par ce moyen-là qu'on arrive à survivre. D'autres arrivent, ils déposent une bouteille d'eau, un bidon, ainsi de suite. Donc, c'est d'ailleurs à partir de ces comportements qu'on comprend que nous ne devons pas renoncer face à ce combat-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de compatriotes croient en nous et nous font confiance. Si on renonce aujourd'hui, on aura trahi cette confiance. Donc voici un peu comment nous on arrive à survivre. Merci. Mesdames, Messieurs, je viens rappeler que nous recevons M. Ulrich Nguema et M. Baudelaire Edunze, tous membres du collectif contre la fraude à l'ENA. Depuis que vous observez ce mouvement, aucune solution concrète n'a été trouvée. Mais vous ne relâchez point. Vous continuez. Est-ce à dire que vous trouvez vos revendications légitimes? Si oui, dites-les. Présentez à nouveau ces revendications et peut-être revenir sur les détails de ces revendications. Contestation. Il y a des gens qui pensent que nous sommes un regroupement de Gabonais en quête d'emploi. Ce n'est pas le sujet. Évidemment, quand on passe un concours, notamment un concours administratif, la question de l'emploi se pose en arrière-plan. Mais ce n'est pas l'objet principal de notre revendication. Le problème que nous posons est lié à l'intégrité du recrutement au sein de nos institutions publiques. Donc la qualité des processus qui permettent aux gens d'accéder à la fonction publique pour que ces personnes qui accèdent à la fonction publique elles-mêmes puissent offrir un service de qualité à la population. C'est de ça que nous parlons. Donc sur cette base-là, le problème que nous posons tient en un mot, c'est fraude. La fraude que nous identifions, on va essayer de vous la présenter avec le plus de détails possible. D'abord, pour les gens qui ne comprennent pas forcément de quoi on parle quand on parle du concours d'entrée à l'ENA, précisons une chose. Le concours d'entrée à l'ENA, c'est un concours qui se déroule en 2 phases. Une première phase est dite écrite. Elle est constituée de 5 matières qui valent 19 de coefficient. Après cette phase, une fois que vous avez été admissible, donc, c'est-à-dire vous avez obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, vous passez la seconde phase du concours qui est la phase dite orale. Cette phase est constituée, pour le concours session 2024, a été constituée de 2 matières qui valaient en tout 4 de coefficient. Donc, je réitère, c'est un concours qui se déroule en 2 phases obligatoires. Première phase écrite, ensuite seconde phase orale. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'a rappelé tout à l'heure mon camarade, pour être considéré comme admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, il faut non seulement avoir passé avec succès les 2 phases, mais il faut que votre moyenne soit déterminée par les notes que vous avez obtenues dans chaque matière. En gros, c'est le cadre juridique du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Maintenant, si nous on dit qu'il y a fraude, c'est parce qu'on part de quelque chose de très basique, de ce qu'est une fraude. Une fraude, qu'est-ce que c'est? Par définition, la fraude, c'est un acte intentionnel de dissimulation. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'administration qui a été en charge de l'organisation du concours d'entrée à l'ENA a intentionnellement dissimulé certaines informations qui lui ont permis, et c'est le deuxième aspect de la définition de la fraude, c'est que non seulement c'est un acte intentionnel de dissimulation, mais qui permettent de contourner l'application de la loi, qui lui ont permis de contourner l'application des règles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire passer avec succès 2 phases obligatoires et obtenir une moyenne sur la base des notes dans chaque matière. Donc l'administration a intentionnellement dissimulé les informations qui permettaient de montrer qu'elle n'a pas respecté ces règles.
C'est pour ça qu'on dit qu'il y a fraude. Maintenant, quelles ont été ces informations qu'elle a dissimulées? Parmi les griefs qu'on a posés, on va dire qu'il y a deux principaux qui finissent par avoir une troisième conséquence. Les deux principaux griefs, c'est que, premièrement, il y a des personnes qui ont été déclarées admises au concours, mais qui n'ont pas passé l'épreuve d'admissibilité avec succès. C'est-à-dire, vous êtes sur la liste des 450 admis, mais vous n'avez pas obtenu la moyenne de 10 sur 20 qui vous permettait d'être admissible. Nous avons identifié ces 8 personnes. Ce n'est pas compliqué. Si votre caméra peut zoomer, les noms et les matricules sont ici. Non, mais il faut parler avec les termes assez simples. Il faut dire que sur cette liste-là, ce sont les candidats qui ont été déclarés échoués depuis le premier tour. Voilà. Mais qui miraculeusement se retrouvent admis au final. Second tour. Voilà. Donc, vous avez la liste de ces personnes qui formellement ont été recalées au premier tour et qui ont été déclarées admises à la fin. J'ai envie de dire que ça, c'est la face visible du problème. Donc, cette liste-là nous montre que l'administration a déclaré des personnes admises, alors que les règles disent que pour être admise, il faut avoir été admissible. Mais le plus gros aspect du problème, le plus gros problème que nous avons pointé, c'est une manœuvre subtile que l'administration a utilisée. Ça a été de donner des moyennes, j'ai envie de dire, informatiques à plus de 200 personnes pour leur permettre de passer la phase du premier tour puis du second tour. Comment est-ce qu'on a fait pour identifier ça? À partir d'un constat. C'est le constat suivant. Vous allez m'excuser, je vais dissimuler certaines identités parce que pour le moment, le problème est en cours de traitement. Donc, ici vous avez 13 noms, mais on va donner juste les numéros de matricule. Vous avez 13 numéros de matricule. N'importe quel Gabonais peut se soumettre à l'exercice. C'est-à-dire que, voilà, vous avez 13 numéros matricules. Ces numéros matricules correspondent à des candidats qui ont été autorisés à concourir, qui ont été déclarés admissibles, mais qui n'ont pas composé. Donc, ils sont sur les listes de convocation de tous les candidats, ils sont sur les listes des admissibles, mais ils n'ont pas composé. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir qu'ils n'ont pas composé? D'abord parce que certains témoignages parmi nous ont pu établir que les numéros de matricule que je vous ai donnés là, certains ont pu établir que lorsqu'ils étaient en salle de composition, puisque les numéros de matricule étaient collés sur chaque table-banc, ils ont pu identifier que certains table-bancs étaient vides avec les numéros de matricule qu'on vous présente là. Mais on me dira que ce n'est pas un argument suffisant. Vous avez raison. À titre personnel, je connais des candidats qui n'étaient pas sur le territoire national. Et comme mon simple témoignage ne suffit pas, je renvoie chaque Gabonais à l'exercice. Allez au CEDOC, demandez au CEDOC de vous fournir des informations à partir d'un simple scan des passeports pour savoir si, au moment où les épreuves écrites se tenaient, ces personnes étaient sur le territoire. Il n'en est rien pour beaucoup de candidats. La troisième chose qu'on pourrait ajouter pour expliquer que ces candidats n'ont pas pris part au concours, c'est que curieusement, sur la liste des personnes qui étaient convoquées au second tour, aucun de ces noms n'apparaît. Parce qu'on pourrait se poser la question, si vous êtes admissible, pourquoi on ne vous invite pas au second tour? Les 13 noms dont les matricules ont été filmés n'apparaissent pas sur la liste des convoqués au second tour. Ce qu'on dit encore une fois, ce n'est pas ce qu'on invente. Tous les Gabonais sont capables d'aller sur le site, la page Facebook du ministère de la fonction publique, aller vérifier dans ces listes-là. Vous regardez la liste des convoqués au concours, vous regardez la liste des admissibles, vous regardez la liste du second tour, vous regardez la liste des admis, vous croisez les informations, vous tombez sur les mêmes résultats qu'on vous donne présentement. Donc, tous les admis au second tour doivent être forcément au premier tour. Voilà. Tous les admis au second tour doivent avoir passé avec succès la phase du premier tour. Et pour savoir si vous avez passé avec succès la phase du premier tour, il faut que votre nom apparaisse sur la liste des admissibles. Voilà. Donc, et une fois que vous êtes sur la liste des admissibles, on doit vous convoquer pour le second tour. Voilà. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé pour ces 13 candidats. Donc, une fois qu'on a identifié que ces 13 candidats n'avaient pas pris part au concours, mais qu'ils avaient quand même obtenu des moyennes, on est revenu au texte dont je vous ai parlé au départ. Les textes disent que pour être admis,
on considère votre moyenne. Mais votre moyenne elle-même dépend des notes que vous avez obtenues. Comment est-ce qu'on peut attribuer des moyennes à des personnes qui n'ont pas de notes? Vous n'avez une note que si vous avez composé. Or, les personnes dont je vous ai parlé n'ont pas pris part au concours. Mais j'ai envie de dire, ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que les 13 personnes dont je vous ai parlé avaient la même moyenne. La moyenne de 10,00. Et en introduction, je vous disais tout à l'heure que le code informatique a consisté justement à attribuer ces moyennes de 10,00 à des gens. Ces personnes ont la même moyenne de 10,00. Donc, quand on a fait ce constat, on a commencé à comprendre que le 10,00 pourrait correspondre à des moyennes qu'on attribuait indépendamment des notes, ce qui était déjà une façon de violer les textes. Et je vous ai dit dès le départ qu'on parle de fraude tant qu'il y a dissimulation intentionnelle de certaines informations. Donc, nous, ce qu'on va essayer de montrer, ce qu'on essaie de montrer depuis qu'on communique, c'est effectivement que les gens qui ont obtenu cette moyenne de 10,00 l'ont obtenue indépendamment des notes. Comment est-ce qu'on en vient à faire cette déduction? C'est que quand on essaie d'analyser en détail le nombre de personnes ayant eu cette moyenne de 10,00, vous allez vous rendre compte qu'il constitue le lot majoritaire des candidats à ce concours. Là, je vous prends par exemple, ça c'est la fiche des externes. On a essayé de reconstituer toutes les moyennes qui ont été obtenues lors de ce concours. Donc vous avez dans la grille des différentes moyennes, vous partez de la moyenne la plus faible à la moyenne la plus forte. Toutes les moyennes qui ont été obtenues. C'est peut-être un peu technique, mais disons que dans ce tableau, vous pouvez avoir une distribution en fait des différentes valeurs, des différents effectifs par moyenne. Ce qui saute à l'œil, et c'est l'objet de la ligne rouge, c'est que les effectifs des 10,00 sont majoritairement plus importants que tous les autres effectifs. Statistiquement, c'est une anomalie parce que la différence qui doit se poser entre les 10,00 et les autres doit être proportionnelle à la différence qui doit se poser par exemple entre les 10 et les 11, etc. Les effectifs sont un peu trop, les écarts sont un peu trop importants d'un 10,00 au reste des moyennes. Ça, c'est un détail. J'évoquais cet aspect juste pour montrer quoi? Que quand on a commencé à observer qu'il y avait trop de 10,00, on s'est posé des questions. Et ça nous a amené à faire un exercice qui a consisté à évaluer le taux de réussite par tranche de moyenne. Ce taux de réussite par tranche de moyenne nous a amené au résultat suivant. Excusez-moi. Là, je vais vous citer les différentes tranches de moyenne, mais je peux déjà vous les filmer. Voilà. On a commencé à comparer le taux de réussite en admissibilité au taux de réussite en admission. Donc le taux de réussite au premier tour comparé au taux de réussite au second tour. Ce qu'on a observé, c'est que quand vous enlevez la moyenne de 10,00, vous avez au niveau des 10 normaux, c'est-à-dire 10,01 jusqu'à 10,99, un taux de réussite de 36%. Quand vous prenez la tranche de 11 à 11,99, vous avez un taux de réussite de 47%. Vous allez dans la tranche de 12, vous avez un taux de réussite de 54%. La tranche de 13, vous avez un taux de réussite de 71%. Et la tranche de 14, vous avez un taux de réussite de 100%. Si vous associez les différents taux de réussite, tranche de 10, tranche de 11, tranche de 12, tranche de 13, vous observez en fait qu'il y a une croissance. Autrement dit, ce que ça veut dire de façon simple, c'est que plus vous aviez une moyenne importante au premier tour, plus le taux de réussite au second tour était élevé. C'est pour ça que les 14 ont un 100%, les 13 ont 70%, etc. Or, le taux de réussite des 10,00 est de 85%. Pour vous le représenter de manière visuelle, voici ce à quoi ça ressemble. Vous allez excuser, je vais essayer de représenter ça pour que le grand public comprenne de quoi on parle. Voilà, de manière visuelle, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous avez ici, graphiquement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on essaie de croiser deux informations. La proportion de réussite ici et les tranches de moyenne de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, première tranche de moyenne, vous avez de 10,01 jusqu'à 10,99.
Deuxième tranche de moyenne, vous avez de 11,00 jusqu'à 11,99. Troisième tranche, vous avez de 12,00 jusqu'à 12,99. Quatrième tranche, de 13,00 à 13,99. Et enfin, la tranche des 14,00 à 14,99. Voilà. Donc, quand vous prenez la première tranche de 10,01 jusqu'à 10,99, on a dit tout à l'heure que c'était 36%. 36%, 1, 2, 3, c'est quelque part ici sur notre graphique. Vous prenez la deuxième tranche de moyenne de 11, on a dit que le taux de réussite était de 47%. 1, 2, 3, 4, quelque part ici. Voilà. Troisième tranche, donc de 12, on a dit que le taux de réussite était de 54%. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Voilà. Quatrième tranche, la tranche des 13, le taux de réussite est de 71%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Et enfin, les 14 étaient à 100%. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous prenez ces informations et que vous les croisez, vous obtenez une courbe ascendante. Une courbe ascendante. L'interprétation est simple. Ce que ça signifie ici, c'est que plus vous partiez avec Peut-être nous la montrer cette Voilà. Cette courbe, elle est ascendante. Donc, plus vous avancez en termes de moyenne, plus la courbe augmente. Ce que ça signifie, c'est que les personnes qui avaient les moyennes les plus fortes au premier tour partent avantagées au second tour. Et donc, ce que ça signifie statistiquement, c'est que le taux de réussite est plus élevé, plus vous avez eu une moyenne élevée au premier tour. Maintenant, quand j'essaie de placer sur ce même graphique-là, les 10,00 dont je vous parlais tout à l'heure, dont on vous avait déjà dit qu'on avait la preuve qu'ils avaient été attribués indépendamment des notes, on se retrouve avec des 10,00 qui ne correspondent pas à la logique que je viens de vous présenter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 85%. Donc vous avez cette anomalie-là, les 10,00. Voici l'anomalie 10,00. Ce que nous on demande à l'administration par rapport à ce simple constat, c'est de nous expliquer quelle est la méthodologie scientifique qu'ils ont utilisée pour aboutir à ces résultats. Logiquement, si on essayait de placer le 10,00 quelque part ici, après le 14, c'est le taux de succès le plus élevé. Or, on vous a dit que quand on enlève l'anomalie 10,00, tout le reste obéit à la logique des concours. La moyenne la plus forte au premier tour a une répercussion au second tour. Et j'ai dit tout à l'heure qu'au premier tour, c'est 19 de coefficient, au deuxième, ce n'est que 4. Donc, statistiquement, ce n'est pas justifiable ce que vous avez ici. Mais si encore il ne s'agissait que de 2 ou 3 personnes, à la limite ça aurait été tolérable. Mais on vous parle là de 207 personnes dans un concours qui a absorbé 450 personnes. Donc il y a 450 déclarés admis, parmi lesquels 207 se trouvent ici. La seule explication qu'on peut tirer ici, c'est que ces 10,00 n'ont pas été déclarés admis sur la base des notes obtenues. Donc ces 207 là ne devraient pas exister. Non. Donc on va dire qu'il y a 207 recalés injustement. Injustement, si vous ajoutez à ça les 8 dont je vous ai parlé au début quand je vous ai montré la liste, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas admissibles mais qui ont quand même été déclarés admis. Mais je vais quand même préciser quelque chose. Ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas de scénario dans lequel un 10,00 pourrait être admis au concours. C'est pas ce qu'on dit. On dit que statistiquement, c'est impossible. Proportion. Donc la proportion n'est pas justifiée. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument mathématique, c'est sur le plan purement arithmétique. C'est-à-dire que dans certaines filières, vous ne pouvez pas nous expliquer comment on a pu prendre un 10,00 et recaler un 13 de moyenne. Ça n'a pas de sens. Je vais vous prendre un exemple, ou 2 exemples si vous voulez. Je vais vous prendre la filière diplomatie par exemple. Vous avez la filière diplomatie, c'est là. Ça, c'est la liste des admis. Vous voyez bien, ils sont 11. Ils étaient, en admissibilité, ils étaient 121. Sur les 11 dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous ceux dont les noms sont cochés en rose, là, ils ont eu 10,00.
Et je rappelle que parmi les 121 admissibles ici, il y a des gens qui ont eu des moyennes de 13, comme vous voyez le 13 ici. Mais vous pouvez regarder le nom. Hein. Le nom qui est ici ne figure pas dans la liste des admis. D'accord, ok. La liste même des admis même. Non. 1332, admissible, il n'est pas dans les admis. Mais le plus grave, c'est qu'il y a 8 personnes qui avaient dit 00 qu'on a quand même repêché dans cette liste des admis. Il va falloir qu'on nous explique comment ça a été possible. Et on a dit, on revient à ce qu'on a dit au départ, la fraude, c'est un acte intentionnel de dissimulation. Ce que nous disons quand nous disons qu'il y a eu fraude, c'est que l'administration a volontairement caché les informations. Pour que nous, on soit ridicule dans nos revendications, il aurait simplement fallu qu'elle nous affiche les moyennes et les notes. Et je vais vous prendre un exemple. Dans les concours administratifs, l'usage, la pratique, c'est d'afficher les résultats, les concours à 2 tours, je veux dire. C'est d'afficher les résultats comme vous voyez ici. Là, ça, c'est le concours de l'entrée à l'école de la magistrature de 2021, qui a pourtant été contesté. Mais ils ont quand même fait le minimum, le service minimum en matière d'affichage des résultats. Vous voyez ici, on a des épreuves écrites, donc du premier tour, et les épreuves orales, donc du second tour. Ce que vous allez observer, c'est que la logique dont on vous a parlé est respectée. Hein. C'est-à-dire, regardez bien les moyennes du premier tour, regardez les moyennes du second tour, et regardez ici, ils sont admis. Ce qui n'était pas le cas pour l'ENA. Comme on vous l'a dit, les résultats étaient affichés comme ça. C'est-à-dire, sans note, sans matricule, rien du tout. Et les précédents concours à l'ENA, oui. c'est toujours comme ça ou bien ils faisaient quand même... Ils faisaient comme vous voyez ici. Ils affichaient avec les moyennes. Mais là, j'ai envie de dire comme je vous ai dit, ils ont fait le service minimum parce qu'ils ont affiché les moyennes. Avant, ils affichaient jusqu'aux notes obtenues dans chaque matière. Mais je disais au départ que la fraude, c'est un acte de dissimulation intentionnelle. Qu'est-ce qui a été dissimulé ici? C'est une information capitale, la note. Si on a l'information sur les notes de chaque candidat au premier et au second tour, sur les moyennes, les notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière, et sur les moyennes générales qu'ils ont obtenues au premier et au second tour, si on a ces informations, on ferme la bouche tout simplement. Mais si quelqu'un n'était pas présent, il ne peut pas avoir une note, c'est ça? Non, ce n'est pas une question de présence. C'est-à-dire que si on sait quelles sont les moyennes qui ont pu justifier la présence de ces personnes-là sur la liste des admis, au moins on connaît comment l'administration a travaillé. Mais comme on a dit que c'est un acte de dissimulation, c'est-à-dire que la fraude, c'est cacher une information qui nous permet de contourner la loi. La loi a dit que pour avoir une moyenne, il faut avoir des notes. Mais les notes doivent justifier la moyenne que vous avez obtenue. Et sur la base de cette moyenne, vous devez être présent sur la liste des admis ou pas. Donc, quelqu'un qui a eu 10,00, quelle est la moyenne qu'il a bien pu obtenir sur les 4 derniers coefficients qui manquaient pour qu'il dépasse quelqu'un qui a eu 13,32 au premier tour? Soyons sérieux. C'est ce qui est là. 13,32 au premier tour. Quelle est la magie qu'il a bien pu faire pour arriver en tête? Et ce n'est pas uniquement dans la filière diplomatie dont je vous parle là. Il y a d'autres exemples. C'est présent dans administration parlementaire, par exemple. C'est une autre filière. Les résultats sont là. Il y a 15 personnes qu'on a retenues à la fin, sur un total d'admissibles de 85. Sur les 15 personnes, il y a 8 qui ont eu 10,00. Et ils se sont imposés souvent devant des personnes qui ont eu des 12 de moyenne. C'est écrit là, noir sur blanc. Alors que au second tour, ça ne valait que 4 de coefficient. Comment avec 4 de coefficient vous faites pour dépasser toutes ces personnes-là? Et comme par hasard, ce sont toujours les personnes qui ont les 10,00 qui se retrouvent à faire ce genre de miracle. Alors que, comme on vous l'a montré dans la courbe, statistiquement, leur taux de réussite n'a pas de sens au sens mathématique du terme. Donc, la seule façon de sortir de toute cette confusion, c'est que l'administration nous présente note par note ce qui s'est passé. Et je vais préciser une chose, c'est que ça ressemble curieusement à ce qui s'est passé dans ce pays en 2016, aux élections présidentielles, lorsque tout le pays attendait les résultats de la province du Haut-Togo, et je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu qui consistait à créer un ajustement quand on n'a plus les moyens de rattraper la forfaiture. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous, c'est ce qu'on dénonce. Donc quand on dit qu'il y a eu fraude, on se base sur des éléments mathématiques parce que la subtilité qu'ils ont utilisée, c'est une subtilité mathématique. Le dernier élément, parce que je vous ai dit dès le départ que, 1, il y a des gens qui n'ont pas été admissibles, qui ont été déclarés admis, on vous les a montrés dans la liste. 2, il y a eu 207 personnes qui ont eu 10,00 qui mathématiquement ne se justifient pas.
pour des raisons statistiques et des raisons arithmétiques. Mais la conséquence que ça a eu, c'est que dans la répartition des filières, je vais vous prendre toujours l'exemple de la filière diplomatie. Excusez, je vais fouiller rapidement ces documents. Voilà. Dans la répartition des filières, vous allez constater une chose. C'est que une personne qui a obtenu la moyenne de 10,00 au concours d'entrée à l'ENA, dans une filière comme la filière diplomatie ici, je vous ai dit qu'il y avait 8 personnes qui avaient la moyenne de 10,00. Mais dans cette filière, à l'origine, ils étaient 121 admissibles. Le nombre de personnes admissibles avec la moyenne de 10,00 était au nombre de, attendez que je me retrouve, de 37. 37. On a identifié tous ces noms et on a cherché à savoir s'ils ont finalement gagné le concours, mais dans une autre filière. Et on a trouvé qu'effectivement, quand les fraudeurs n'ont pas pu les contenir dans une filière parce que les quotas étaient limités, 11 personnes, ils les ont disséminés dans d'autres filières. Donc, il y a 37 personnes qui étaient admissibles, on en a gardé 8 dans la filière diplomatie, et on a réparti ailleurs. Pas les 29, mais 21 sur les 29 restants, ailleurs. Vous avez dans la filière travail, ils en ont envoyé 10. Dans la filière sanitaire hospitalière, ils en ont envoyé 7. Dans la filière gestion administrative, ils en ont envoyé 4. La conséquence de ça, c'est que quand on les répartit dans les autres filières, on est obligé de chasser les autres et de les faire échouer le concours. Juste parce qu'on veut maintenir ces 10,00 coûte que coûte. C'est de ça qu'il s'est agi. Mais comme ça a été un peu subtil et technique, c'est des fraudes en fait qu'on n'a pas pu bien exposer devant le public. Mais nous on dit que l'intention frauduleuse se cache dans le simple fait que l'administration n'ait pas communiqué les notes matière par matière du premier et du second tour. Là, on devait avoir la preuve mathématique que ces personnes-là pouvaient gagner ce concours dans la proportion dans laquelle ils l'ont gagné. Voilà. Donc ça, c'est les éléments dont on dispose. On pourrait toujours, peut-être si mon camarade a... Monsieur Edou, peut-être si vous voulez ajouter quelque chose. Bon, ça, je voulais ajouter, c'est... Lui, c'est que l'administration, j'ai envie de dire l'administration en général, ne fait pas encore confiance à ses compatriotes. Parce qu'arriver à occasionner un tel niveau de fraude, c'est ignorer les personnes qui sont appelées à passer le concours d'ENA. Dans notre collectif, et c'est peut-être ce qui fait notre force, c'est que pourquoi nous avons attaqué l'administration jusqu'au Conseil d'État, c'est parce qu'il y a des juristes qui connaissent le droit administratif. Le travail qu'il vient de faire là, dans notre collectif, nous avons des analystes de données, des mathématiciens qui sont assis là-dessus. Donc, une manière de dire que nous avons diverses compétences et que si l'administration était consciente de ces différentes compétences qui peuvent se réunir pour produire un travail conséquent, on n'assisterait pas à ce type de scénario. Et donc, c'est simple et c'est ce que je veux renvoyer aux internautes pour aller faire leurs recherches. Lorsqu'on était au lycée, il y avait des matières avec 2 de coefficients, notamment dessin, EPS, comme on les appelait. Et il y avait des matières avec 6 de coefficients comme mathématiques et français. Alors, lorsque quelqu'un avait 15 en mathématiques, même s'il a 6 en EPS, il ne pouvait pas se morfondre. Puisque mathématiquement, lorsqu'on va compiler les coefficients, cette personne est sûre de gagner le trimestre, n'est-ce pas? Mais une personne qui a 17 en EPS et 3 en mathématiques, tout de suite, il n'y a pas de débat. Cette personne a raté le trimestre. Donc c'est le même scénario qu'il était en train d'expliquer ici, en disant que quelqu'un qui a 12 au premier tour avec 19 de coefficient ne peut pas être dépassé par quelqu'un qui a 10 au premier tour sur ces 19 de coefficient pour espérer gagner avec 4 de coefficient. C'est impossible. C'est impossible parce que lorsque vous allez au second tour, celui qui a eu 12 a déjà près plus de 40 points d'avance sur vous. Donc, mathématiquement, c'est impossible. Et ce qui désole, et peut-être là, les compatriotes, bien les Gabonais n'ont pas idée de ce que représente le concours de l'ENA. Le concours de l'ENA regroupe les candidats qui postulent pour les administrations stratégiques du pays. Il y a 8 essentiellement, c'est ça. 8 filières, oui. Il y a 8 filières. L'administration économique et financière, en gros les régies financières.
il y a le travail, il y a l'administration générale, on voit de partout, il y a les impôts, il y a la diplomatie, il y a la formation qui est représentée par l'administration scolaire et universitaire. Il y a la santé qui est représentée par l'administration hospitalière et sanitaire. Il y a l'administration parlementaire. Si vous essayez de faire une analyse générale, vous avez là les administrations stratégiques du pays. Et ce sont ces filières, c'est à ce niveau que l'administration se permet d'occasionner un tel niveau de fraude. Ce que ça implique, c'est qu'effectivement, comme il le disait dernièrement, lorsque nous étions avec un compatriote qui nous avait invités à échanger, il disait que là, l'administration a raté l'occasion de recruter des Gabonais qui ont non seulement le profil et les compétences, mais également qui jouissent d'une certaine intégrité. Parce que ces 215 Gabonais qui ont été chassés au bénéfice des 215 admis frauduleusement, ces 215 Gabonais n'ont pas eu recours à des moyens illicites pour admettre ce concours. Entre-temps, les 215 qui sont sur les listes des admis sont là avec un manque d'intégrité et de personnalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ça voudrait dire que vous, si on vous admet à l'ENA ou bien on vous admet dans une administration par voie illicite, ce qui est sûr, demain après-demain, vous n'hésiterez pas à entretenir les mêmes comportements. Parce que c'est la façon dont vous êtes arrivé, vous allez vous imposer à ce que d'autres arrivent après vous avec les mêmes contraintes. Mais si vous êtes parti dans une administration avec votre mérite, je suis convaincu que vous n'allez jamais tolérer que des personnes viennent travailler avec vous sans mérite. Ça, je suis convaincu. Et donc là, le pays est en train de rater des occasions qui se présentent à lui pour refaire son appareil administratif qui, il faut le rappeler, et nous étudions ce matin, il y a de cela, je crois, 2-3 ans, il y a une équipe qui avait mené des enquêtes au Gabon au niveau de la corruption en République gabonaise dans les administrations. C'était Afrobaromètre, je crois que c'était en 2021. Ils avaient mené une étude. Et les résultats, vraiment, sont alarmants. Parce que si on vous présente ce document, on fera les efforts de vous le présenter. Si on vous le présente, vous verrez que... Et c'est sectionné par administration. L'administration militaire est à près de 60 à 70% de corruption. Ce n'est pas nous. C'est Afrobaromètre qui a mené cette étude. Ils l'ont menée avec la bénédiction de l'administration du gouvernement gabonais. Parce qu'ils ne l'ont pas fait en cachet. L'administration parlementaire est à près de 50% de corruption. L'administration financière, 60% de corruption. L'administration générale, les agents, c'est-à-dire les fonctionnaires, sont à près de 48% de corruption. Ce n'est pas nous. C'est Afrobaromètre qui a produit ces résultats. À côté de ces résultats, le premier ministre de la transition, l'ancien premier ministre Raymond Donsima, disait publiquement, lorsqu'il convoquait les assises sur le colloque de la fonction publique, il disait que bon nombre d'agents de l'État font montre des pratiques inadaptées à la loi. Ils vont à l'encontre du code public pénal. Donc ça voudrait, c'est un chef d'administration, je voudrais le rappeler. Ça voudrait dire que le premier ministre de l'époque reconnaît publiquement qu'il y a un niveau élevé de corruption et de pratiques obscures qui sont opposées à la norme de l'administration. Et donc, quand nous on vient avec un fait patent, ça devient comme si en réalité on créait une situation de trouble dans le pays. Non. Quand vous combinez les résultats d'Afrobaromètre, vous combinez l'adresse du Premier ministre lors du colloque de la fonction publique avec ce que nous sommes en train de dire ici. Nous sommes en train de conforter les résultats et les dires du Premier ministre. Donc voici un peu ce que moi je pouvais dire là-dessus. Juste préciser, si vous permettez, par rapport à l'étude d'Afrobaromètre, sur l'administration civile, effectivement il parle de 48%
de fonctionnaires corrompus dans le Gabon. Mais pourquoi on essaie de se représenter ce que ça veut dire? 48% de fonctionnaires corrompus, c'est 55 000 fonctionnaires corrompus dans le pays. 55 000 fonctionnaires corrompus dans le pays, ça veut dire que vous avez une chance sur deux de tomber sur un fonctionnaire corrompu chaque fois que vous franchissez les portes d'une administration. Imaginez un peu à l'échelle d'un concours à enjeu élevé comme celui de l'ENA. Qu'est-ce qui fait que 55 000 fonctionnaires corrompus, une chance sur deux de tomber sur un service de corruption, disparaîtraient pour l'occasion d'un concours comme l'ENA qui donne accès à une carrière de haut fonctionnaire? Et dans quelles administrations? 8 administrations stratégiques. Donc, on n'est pas en train de parler à partir de rien, on parle à partir d'un contexte qui est réel. Contexte qui a été pointé du doigt par les autorités. Et en plus de ça, contexte qui, d'une certaine manière, a justifié le 30 août 2023. Parce que nous, on parle de la fraude à l'ENA, mais le 30 août 2023, c'était la fraude électorale. Donc ce sont les mêmes pratiques qui donnent lieu à des interventions des plus hautes autorités du pays. Nous, à notre échelle, on essaie de faire notre part et d'interpeller les gens pour que chacun, dans sa petite situation, avec sa petite responsabilité, essaie de se battre pour que des pratiques comme ça soient derrière nous, simplement. Merci, mesdames, messieurs, chers internautes. Nous recevons les membres du collectif Tous contre la fraude à l'ENA. Merci, monsieur Nguema et monsieur Edou pour ces explications détaillées sur vos revendications. Le nouveau président Oligui est élu, donc en la présence de l'ancien président de la transition qui est le président Brice Clotaire Oligui Nguema, peut-être des attentes? Oui. Avant que mon camarade ne complète, les attentes, c'est d'abord rappeler le discours d'investiture du président de la République. Il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup touché. Il a invoqué les Saintes Écritures en disant la Bible dit que c'est la justice qui élève un peuple. Fin de citation. Ça, c'est un fragment du discours d'investiture du président de la République. Ce n'est pas Edouce qui parle, c'est lui. Et donc, en prenant ces mots, là, il y a une question d'injustice profonde. Si la justice ne commence pas à se prononcer au niveau de l'administration qui doit appliquer cette justice, ce qui est évident, c'est que notre pays ne sera jamais développé. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Pour que le Gabon soit élevé, il faudrait que la justice prenne sa place au niveau de la République. Et donc, s'il s'est inspiré de ces écritures pour envoyer un signal, il faut également que lui-même il intervienne à ce niveau-là. C'est le père de la nation aujourd'hui, parce qu'en tant que président de la République, c'est le père de tous les Gabonais. Nous avons fait les pieds et les mains de toute l'administration. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, là, nous lassons même d'aller encore à l'encontre de certaines autorités. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, je reste convaincu que le dénouement de cette situation repose entre les mains du président de la République. S'il estime, comme Ulrich l'a dit, que le combat que nous menons peut être assimilé à l'action du 30 mai, s'il estime que c'est vers cet idéal qu'il veut conduire les Gabonais, ceux qui sont toujours prêts à défendre la patrie au prix de leur vie, qui se prononcent en conséquence. Parce que nous reconnaissons avoir agi justement pour le bien de notre nation. Merci. Oui, juste pour ajouter que on pense, on aurait pu comprendre dans le contexte de la transition qu'il y avait peut-être certaines contraintes auxquelles les autorités étaient confrontées. Mais nous sommes convaincus qu'avec l'élection du 12 avril, le président a été conforté dans l'idée que les Gabonais le soutiennent. Et il l'a dit lui-même dans ses discours, 94%. C'est non seulement un plébiscite, mais c'est aussi 94% du niveau d'attente que les Gabonais ont vis-à-vis de lui. Donc là, il y a une situation qui est sur la table du président. Nous sommes convaincus que le président va intervenir. Et notre souhait, c'est qu'il intervienne à deux niveaux. Premièrement, pour qu'on obtienne réparation, nous qui sommes dans la situation de candidats injustement recalés au concours de l'ENA, d'entrée à l'ENA. Mais deuxièmement, et surtout, qu'il sanctionne sévèrement. Parce que c'est des pratiques
de la bouche du Premier ministre, hein, ça a été dit lors du colloque de la fonction publique, que souvent ce qui justifie que des pratiques pareilles se développent, c'est le faible niveau de punition ou de sanction. Donc l'impunité participe très fortement au développement de ces pratiques et à l'entretien de ces pratiques. Donc on attend du président, qu'il répare la situation dans laquelle les Gabonais se trouvent, et deuxièmement, qu'il sanctionne sévèrement pour envoyer un message à tous ces 55 000 fonctionnaires dont on a parlé tout à l'heure, qui continuent en fait à gangréner l'action de l'administration gabonaise. Merci, messieurs. On l'espère parce que déjà, la lutte contre la corruption, c'est son cheval de bataille également. Et vous avez là une oreille attentive. On va vous laisser conclure parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. Tu as entendu tout simplement vous remercier, vous réitérer nos remerciements pour l'assistance permanente, l'accompagnement indéfectible que vous nous offrez depuis le début. Je rappelle que nous sommes déjà à près de 8 mois et jour après jour pour jour, vous nous accompagnez inlassablement. Et donc, à toute votre équipe, nous réitérons notre profonde gratitude. Et dans la même foulée, ou bien je voudrais dire dans le même ordre d'idée, nous voulons remercier tous les concitoyens, les compatriotes qui, chacun à son niveau, passe au piquet, nous soutiennent à travers les réseaux sociaux, nous encouragent à des dons, à des actions, ainsi de suite. À toutes ces personnes-là, nous disons merci. Et nous leur promettons que, aussi longtemps que Dieu nous donnera de l'énergie, nous ne renoncerons pas. Nous avons pris l'engagement de faire aboutir ce combat, nous le ferons aboutir, sauf si Dieu en décide autrement. Et au président de la République, il est désormais installé, le gouvernement est connu, il est temps que des actions concrètes interviennent dans le pays. L'ENA, ceux qui ont, parce que sur les 450, il y a certains qui ont gagné ce concours. En réalité, il y a beaucoup qui ont gagné ce concours. L'ENA devrait déjà commencer les cours. Donc logiquement, le problème a déjà mis trop de temps. Il faut que les autorités prennent une décision finale là-dessus. Si elles estiment que notre lutte est infondée, que les autorités prennent une décision et engagent les gouvernements. Si elles estiment que notre lutte tient sur des éléments crédibles, que les autorités prennent la décision de réparation et engagent par la suite le cours à l'ENA. C'est un peu ce que moi je pouvais dire. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, chers internautes. Vous avez pu le constater, nous recevions sur ce plateau M. Ulrich Nguema et M. Baudelaire Elounze, membres du collectif Tous contre la fraude à l'ENA. Ils sont revenus en détail sur leurs revendications. Messieurs, merci.